Voilà. Et laisser la parole à Pierre pour nous faire quelques mots d'introduction avant que nous puissions également poursuivre avec nos intervenants. Merci beaucoup, Pierre, c'est à Sylvain. toi. Merci, Sylvain. J'espère que vous allez bien et que la connexion est bonne. J'ai vu quelques visages en télétravail et d'autres sur leur lieu de travail. Donc, je m'appelle Pierre Fabillon. Je suis le directeur général du réseau ADECO. Donc, cette table ronde, elle se veut, comme l'a précisé Sylvain, interactive. Je crois que c'est vraiment important que tout le monde puisse participer. Donc, il n'y a pas de questions taboues. Je crois que pour ma part, j'ai jamais vécu une période dans ma vie professionnelle où je ne savais pas répondre à autant de questions. Donc, merci par avance pour vos questions très concrètes et pratiques. Je suis sûr que vous en... Donc, cette reprise, elle est évidemment source d'espoir pour nous tous, mais aussi de nombreux risques, des risques légaux, psychosociaux et de conflits managériels, tout simplement. Il y a des millions de salariés qui vont progressivement reprendre leur travail au cours des jours et des semaines à venir dans des sociétés souvent très éprouvées, on va dire les choses financièrement, et pas toujours prêtes à reprendre une activité normale dans le cadre, on va dire, réglementaire et sanitaire qui nous est imposé. Surtout que ce surcroît, ce cadre de jour en jour, branche portée par un réseau physique qui est exclusivement dédié aux TPE, PME. Donc, on vous connaît très bien et vous êtes un peu notre raison d'être. Donc, nos contacts chez nos clients, c'est principalement les dirigeants de ces entreprises et donc l'audience en fait de cette table ronde, donc des chefs d'entreprise, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc, pour avoir beaucoup rencontré de dirigeants en France, je sais et nous savons que vous êtes tous et toutes des hommes et des femmes passionnés, optimiste, déterminé, vous êtes responsable, vous êtes super solide, attachant, les pieds sur terre, vous prenez des risques tous les jours et vous avez souvent une très forte personnalité. Et c'est pour cette raison que nous prenons beaucoup de plaisir chez ADECO PME à travailler avec vous. Mais nous savons aussi que vous êtes souvent seul au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle notre rôle de conseil RH est très important. Jusque-là, l'histoire est plutôt sympa. Mais au mois de mars, patatras, notre chiffre d'affaires, celui d'ADECO PME, s'est effondré soudainement de près de 75%, versus environ 50% sur les segments, on va dire, d'entreprises de taille intermédiaire et de grosses structures. Cette chute, elle est vertigineuse, absolument inouïe. Et elle reflète, je pense, réellement l'ampleur des dégâts au sein des TPE et PME en France, qui ont globalement beaucoup plus souffert que les entreprises de taille intermédiaire et les grosses structures. Pour vous donner une vision d'ensemble, les salariés du secteur privé travaillent dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'est 50% de l'emploi en France. Et ces mêmes entreprises, elles représentent 60% de l'activité partielle. Donc 60% des fameux 11 millions de chômeurs partiels dont on parle. C'est 50% de plus que dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est considérable. On a même créé un numéro vert pour soutenir les chefs d'entreprise qui craquent. C'est dire l'importance de cette crise. Depuis le premier jour de la crise, en fait, on a maintenu l'intégralité de nos 65 sites en continuité de service et l'ensemble de nos collaborateurs sur le terrain, directeurs d'agence, chargés d'affaires, ceux qui vous parlent au quotidien, nous ont remonté un état des lieux détaillé de la situation et aux sources d'inquiétude dans ce contexte. D'où, c'est la genèse en fait de cette table ronde. Nous savons que vous ne disposez pas toujours de l'accompagnement dont bénéficient les grandes entreprises, dont je bénéficie par exemple au sein du groupe ADECO. Nous sommes et nous voulons être solidaires et je pense que notre responsabilité, c'est de vous aider et de vous accompagner dans ces moments difficiles. On va donc mettre en avant dans le cadre de cette table ronde en fait les risques auxquels vous êtes exposés dans les jours, les semaines à venir et partager avec vous des bonnes pratiques, des bons réflexes et peut-être aussi des sources d'informations utiles dans le cadre de cette reprise. Donc cette table ronde, c'est le troisième volet, une campagne de soutien d'ADECO à nos clients, TPE, PME en situation difficile. Après le premier volet, formation dédiée aux gestes barrières et des webinaires sur la prévention sécurité. Vous avez été d'ailleurs nombreux à participer en fait à ces webinaires. Pour vous donc être solidaires, il faudra tous qu'on réussisse ce rebond, nous inclus. Moi, je suis optimiste, je pense qu'on va y arriver. Et chez ADECO PME, on est plutôt, et je suis un généraliste, et nos amis de LHH sont plutôt des véritables experts. C'est cette combinaison qui nous semblait intéressante pour cette table ronde. C'est pourquoi on a souhaité co-construire avec LHH cette table ronde. Donc LHH, c'est une société sœur du groupe ADECO, cabinet de conseil, qui aujourd'hui répond à tout type de problématiques RH très concrètes. Et enfin, on aura le témoignage de deux de nos clients. Je remercie par avance de leur témoignage et de leur présence.
Voilà, c'était tout pour cette introduction. N'hésitez pas à revenir vers vos contacts éco en local ou vers moi directement si vous souhaitez accéder à l'ensemble des formations, aux webinars et travaux qui peuvent vous être utiles à une reprise plus sereine. On a à disposition une offre qui est adaptée en fait à chaque entreprise. Voilà. Je donne maintenant la parole à Sylvain qui va animer cette table ronde. C'est à toi, Sylvain. Merci Pierre, merci beaucoup. Merci de nous accueillir et de nous associer donc à ce troisième volet des webinars que vous avez organisés. Donc effectivement, animé à tes côtés et par la structure LHH sœur du groupe ADECO. Donc effectivement, nous, quels sont nos constats, quels sont les sujets que nous avons pu voir? C'est qu'après les 2 mois de confinement qui viennent de s'écouler, bien le retour au travail que vous préparez actuellement va faire l'objet de différentes attentes, de différentes sources d'inquiétude, qu'elles soient au niveau de la gestion de la protection nécessaire ou des angoisses et des questionnements de vos salariés qui reprendront peut-être le travail en tout ou partie dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Ces collaborateurs, ils ont durant les 2 mois vécu des réalités différentes, certains en activité partielle, d'autres en télétravail, d'autres enfin sur le terrain, et donc ça a généré des situations différentes avec des problématiques différentes, pour certains des angoisses financières, pour d'autres une certaine fatigabilité, ou enfin pour d'autres un stress de la contamination et peut-être une recherche de reconnaissance vis-à-vis de cet investissement qu'ils ont pu avoir. C'est pour ça que ces différents sujets amènent également à envisager à la fois donc, la reprise pragmatique et l'organisation du travail, et également les enjeux au cœur de l'humain. L'humain va être un enjeu clé de la reprise, et autour des risques psychosociaux et puis de l'implication et de la motivation pour éviter peut-être un épuisement ou une démotivation, un désengagement de vos équipes. Donc c'est pour ça que ce webinaire va effectivement faire intervenir différents interlocuteurs. Donc, tout d'abord, nous aurons l'intervention de Clémence, directrice de projet performance sociale, puis l'intervention de Doriane, chef de projet développement des talents. Après chacune de leurs interventions, vous pourrez poser toutes vos questions et n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Si je peux, je les relayerai au fur et à mesure ou au plus tard après l'intervention de l'une et ou de l'autre. Et puis ensuite, nous aurons 2 témoignages donc de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise qui ont eu à vivre une fermeture, une réouverture, qui vont effectivement vous faire partager leur expérience de cette reprise progressive qu'ils ont déjà eu à gérer. Et donc, ils pourront également répondre à vos questions après leur témoignage. Voilà, donc à présent, je vais passer de ce pas la parole à Clémence, qui va évoquer avec vous les sujets autour de la performance sociale et autour de l'organisation du travail. Clémence, si tu m'entends. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, super. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, ce que je vais présenter de mon côté, finalement, c'est tous les sujets en lien avec l'identification, l'anticipation et la prévention des risques associés à la reprise d'activité, ou tout au moins à cette période de déconfinement. Donc peut-être Sylvain, si tu veux avancer sur la présentation. Donc en premier lieu, comme l'évoquait Sylvain en introduction, on souhaitait rappeler finalement la diversité des contextes en tant que tels de déconfinement qui sont à prendre en compte justement pour piloter cette reprise sociale, puisqu'on est face à des contextes qui sont extrêmement divers, et l'identification et la prévention des risques liés au déconfinement doit bien être pensée au regard de ces différents contextes d'entreprise, voire même au regard de contextes différents au sein même d'une même entreprise. Donc, diverses situations doivent être adressées selon les entreprises. Donc, pour certaines, ça va être la poursuite du télétravail, qui est plébiscitée dès lors qu'elle est possible pour toute ou partie des effectifs. Donc voilà, on sait que sur la région Île-de-France, notamment Valérie Pécresse a proposé que dans un premier temps, 100% des salariés en télétravail soient maintenus dans cette situation, et avec un maintien à 80% jusqu'à l'été.
pour éviter les problèmes d'engorgement des transports en commun. Pour d'autres entreprises, ça va être la poursuite d'une activité en présentiel qui a pu être maintenue pendant le déconfinement, avec, le cas échéant, la réintégration progressive de l'ensemble des équipes qui n'ont peut-être pas toutes travaillé, ce qui dépasse en soulever certaines questions, notamment sur la reconnaissance des salariés ayant travaillé durant le confinement, potentiellement en première ligne ou seconde ligne, la réintégration des équipes dans les équipes des personnes qui n'étaient pas présentes sur cette période, au regard du collectif de travail, mais également en termes d'organisation du travail et de l'espace, pour prévenir les risques associés à la reprise de l'ensemble des effectifs, ou tout du moins d'une partie. Et puis, il y a bien évidemment la reprise pour certaines entreprises d'une activité qui a été suspendue en tout ou en partie pendant le confinement. Et là, le redémarrage des activités est en tant que tel, au-delà de la reprise du travail par les salariés, un challenge. Voilà, quelle activité dans les prochaines semaines, quel plan de relance, quel échelonnement du redémarrage au regard de l'outil de production, de l'état du marché, des interdépendances amont-aval, etc. Donc, c'est bien la première question, évidemment, à traiter pour pouvoir apporter des réponses qui soient adaptées sur la reprise du travail aux équipes, leur apporter de la lisibilité et donner du sens et des perspectives pour favoriser la confiance et l'engagement des salariés dans la reprise en période d'incertitude. Ainsi, c'est bien les modalités de redémarrage qui conditionnent les mesures de protection et d'organisation du travail à mettre en œuvre et qui vont être diverses selon les entreprises et voire même au sein d'une même entreprise. Pour les salariés, on est également face à des situations spécifiques qu'il va falloir prendre en compte et également face à des inquiétudes qu'il va falloir adresser, bien évidemment, en tant qu'employeur. Donc, concernant les situations spécifiques, on pense tous à la garde d'enfants, notamment avec une reprise de l'école progressive, au transport avec des situations diverses d'éloignement, de solutions de transport disponibles qui sont variées. On pense également à l'état de santé des salariés à risque, des salariés malades, mais également aux situations familiales qui peuvent être spécifiques. Voilà, donc au-delà de la garde d'enfants dans les prochaines semaines, pour laquelle la solution de l'activité partielle pourra être maintenue, on pourra y revenir si vous le souhaitez, des solutions devront être recherchées afin de tenir compte des situations spécifiques, et ce, vraiment pour assurer l'engagement et maintenir la confiance et répondre à l'anxiété liée à la reprise pour certains collaborateurs, à travers des solutions liées aux horaires, à l'organisation du travail, le roulement dans les jours de présence, l'aménagement du poste de travail, le télétravail, etc. Néanmoins, la reprise du travail sera la règle dès lors que l'activité le permet et les absences devront faire l'objet, hors évidemment garde d'enfants pour lesquels l'activité partielle peut être maintenue, de congés ou d'arrêt de travail dès lors qu'elles interviennent à l'initiative des salariés. Enfin, s'agissant de l'inquiétude, voire du caractère anxiogène pour certains de la reprise, face au risque de pandémie, elle peut faire craindre aux employeurs des risques sociaux et notamment l'exercice du droit de retrait. Donc, à notre sens, pour s'en prémunir, les entreprises devront s'appuyer sur 3 grands axes pour piloter la reprise ou la poursuite d'activité dans le cadre du déconfinement. Donc, en premier lieu, assurer bien évidemment la protection physique des salariés face aux risques liés à la pandémie, on va y revenir, prévenir les risques psychosociaux liés à cette période sensible. Et puis, un dernier axe qui est transverse et qui nous paraît essentiel, c'est privilégier la concertation pour enrichir les dispositifs mis en œuvre, favoriser l'adhésion et renforcer, voire restaurer la confiance dans certains cas. Voilà. J'ai une question. L'arrêt garde d'enfants est transformé en chômage partiel depuis le 1er mai. Sais-tu jusqu'à quand cela est-il transformé? Alors, ça va être maintenu donc jusqu'au... alors, la solution de garde d'enfants via l'activité partielle est maintenue jusqu'au 1er juin. Ça a été annoncé. Pour les parents ayant besoin de faire garder leurs enfants et dans l'incapacité de télétravailler toujours, au-delà du 1er juin, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aurait des conditions plus strictes qui ne sont pas encore totalement définies, mais notamment l'attestation de l'établissement scolaire que l'enfant n'a pas pu reprendre.
attestant que l'enfant n'a pas pu reprendre parce que, en raison, pour diverses raisons. Voilà, donc je pense que au regard du contexte et de ce qu'on peut constater dans l'actualité sur la reprise des classes, on peut imaginer que dans tous les cas, effectivement, ça sera maintenu et que, alors après, quelles seront les conditions exactes, on risque d'avoir les infos un petit peu au fil de l'eau. Très bien. Et dans le même esprit, et j'en arrêterai là pour ces premières questions, à partir de quand, comment, pourrait-on traiter les salariés qui utiliseraient ce motif, mais après le 1er juin, finalement? Est-ce qu'il y a des… Et du coup, ça pourrait être l'activité partielle qui serait maintenue. Simplement, il faudrait que ça soit sur attestation de l'établissement scolaire précisant que les enfants ne peuvent pas être accueillis. Et toujours dans les conditions d'impossibilité de télétravailler pour les parents. Merci Sinon, beaucoup. dans le cas contraire, ça serait des congés impératifs avec, bien évidemment, accord de l'employeur. Très bien. Merci Clémence. Je te laisse poursuivre. Je t'en prie. Donc voilà, pour revenir du coup sur l'identification, l'anticipation et la prévention des risques associés à la période de déconfinement. En premier lieu, bien évidemment, il y a la protection des salariés face à la pandémie, en cas de reprise de toute ou partie de l'activité en présentiel notamment. Là-dessus, il y a des réponses précises qui ont été apportées par le ministère du Travail à travers un protocole national de déconfinement donc, qui concerne l'ensemble des entreprises et qui apporte des précisions très concrètes relatives à la fois aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert, donc d'occupation de l'espace ouvert, à la gestion des flux, aux équipements de protection individuelle, aux tests de dépistage, au protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, voilà, que faire en cas de symptômes, à la prise de température, au nettoyage et à la désinfection des locaux. Donc voilà les différents thèmes qui sont traités. Et par ailleurs, c'est complété par des fiches pratiques par secteur qui sont également disponibles sur le site du ministère du Travail et qui permettent de répondre de manière plus précise à des situations de travail spécifiques. Voilà, contact avec la clientèle, milieu industriel, etc. Et qui vont être réalimentés dans les prochains jours sur le site du ministère. Donc, le ministère met l'accent sur vraiment le fait de prendre en premier lieu des mesures collectives et d'organisation du travail des modes de collaboration avant d'aller sur les équipements de protection individuelle. Donc, c'est bien en premier lieu l'organisation du travail et des modes de collaboration qui permettra d'appliquer les mesures de distanciation sociale qui sont nécessaires. Et puis, ensuite, bien évidemment, de mettre en place les équipements de protection individuelle qui sont largement évoqués, donc les masques, etc. Une question sur les masques, Clémence, excuse-moi. Oui. L'employeur doit-il fournir les masques pour le transport vers le lieu de travail, et notamment le transport en commun? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va les fournir? Alors, j'ai plus en tête la réponse précise à ce point-là. Je peux me la noter et regarder rapidement pour vous apporter une réponse. Peut-être même avant la fin du webinaire, qui sait si on arrive à trouver la… Oui, bien sûr. Ouais, je vais essayer de regarder du coup si justement c'est précisé ou pas. C'est pas nécessairement précisé en tant que tel, mais si ça l'est, je vous le précise. On pourra nous le dire. D'accord. Merci Clémence. Mais effectivement, ça fait partie en tout cas des inquiétudes potentielles des salariés. La partie transport en commun est vraiment au cœur des inquiétudes de certains salariés, notamment en région parisienne. Et si ce n'est requis, ça peut en tout cas être, dans la mesure du possible, un accompagnement qui peut être apprécié par les salariés et les sécuriser dans la reprise du travail. Voilà, donc on souhaitait également faire un petit point sur l'accompagnement nécessaire de la poursuite du télétravail dans le contexte de déconfinement, parce que finalement, le déploiement de ce télétravail a été fait en urgence pour nombre de salariés, même s'il a permis de maintenir certaines activités. Du coup, la poursuite dans la durée du télétravail, à notre sens, doit vraiment être pensée, car le déconfinement progressif suscite certes de l'anxiété pour certains salariés, mais également des attentes
pour des salariés qui ont été placés dans une situation de travail inédite, avec un télétravail permanent pour beaucoup, peu d'articulation avec du présentiel en général, et puis un contexte atypique pour certains familial, pour d'autres d'isolement très important, avec une attente pour certains justement de pouvoir remettre les pieds dans l'entreprise. Donc, des retours d'expérience et des bonnes pratiques doivent vraiment permettre de définir un cadre de fonctionnement qui soit pérenne. L'idée, c'est de pouvoir faire des petits retours d'expérience et travailler sur des bonnes pratiques assez simples pour maintenir l'engagement et un bon niveau de collaboration et prévenir donc, les risques psychosociaux liés à l'isolement notamment. Donc, sur la prévention des risques psychosociaux, ce qu'on tenait à rappeler en premier lieu, c'est que, bien évidemment, les mesures de protection physique ne doivent pas faire oublier que la responsabilité des entreprises en matière de santé et sécurité intègre également cet aspect-là, qui est un aspect qui est très important dans le contexte qu'on vit. Les salariés, et on le vit tous, je pense, autour de la table, sont confrontés à des contraintes qui sont totalement inédites, de nature à générer stress ou anxiété, avec une charge d'émotionnel qui est importante, de l'inquiétude face à l'incertitude sur l'évolution de l'épidémie et sur la pérennité de leurs activités et à terme de leur emploi. Une charge mentale qui est renforcée avec une complexification, la réorganisation de leurs activités et de leur vie personnelle, la gestion de leurs enfants ou proches à charge qui est complexifiée, la multiplication des activités à coordonner également, et puis l'appropriation des outils de travail à distance, l'application de nouvelles contraintes d'hygiène et de distanciation sociale sur le lieu de travail pour ceux qui travaillent en présentiel ou qui vont reprendre en présentiel, et enfin le manque de visibilité et de perspective. Et face à cet accroissement de la charge émotionnelle et mentale, on a une réduction des ressources disponibles ou perçues comme telles pour faire face à cette situation, puisque le cadre de travail est chamboulé, les temps de convivialité et de collaboration sont réduits, de collaboration informelle. L'articulation, la vie privée, vie pro est plus poreuse également. Et par ailleurs, ces risques peuvent être accrus chez certains collaborateurs par des situations qui sont individuellement sensibles, voire difficiles. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Isolement, situation familiale complexe, etc. Donc, les entreprises doivent aussi pouvoir veiller à accompagner leurs salariés face à ces risques en déployant des bonnes pratiques qui permettent à la fois d'identifier les risques et d'identifier les signaux faibles au sein de leurs équipes. Et Doriane reviendra notamment sur ce point, notamment en s'appuyant sur leur management. Qui nous paraît clé dans la gestion de ces risques psychosociaux et de la prévention de ces risques psychosociaux, notamment à travers finalement des bonnes pratiques et un soutien managérial et une communication qui va être renforcée pendant cette période. Excuse-moi Clémence, donc une question qui est plutôt sur l'aspect, on va dire, obligation de retranscrire par l'écrit certaines articulations entre présentiel et télétravail, si je comprends bien la question. Quel serait ton conseil sur le fait de mettre par écrit, et si oui, au travers peut-être de quels éléments, l'articulation? Est-ce qu'il y aura un accord éventuellement à envisager? Et on a une question aussi autour du CSE. Comment est-ce que l'on peut effectivement articuler le retour au bureau, le retour au travail, s'il y a des exigences spécifiques du CSE? Est-ce que le CSE peut exiger certaines choses ou pas? D'accord. Alors, sur cette partie-là, je vais y revenir. Du coup, sur le télétravail, en fait, les deux sont possibles. C'est-à-dire que effectivement, on peut avoir une charte de télétravail sans nécessairement avoir à négocier un accord télétravail. Je dirais, tout dépend aussi du contexte de l'entreprise, de la présence de représentants du personnel ou non. En revanche, de poser les règles du jeu et un cadre de fonctionnement qui soit pérenne, enfin, qui à la fois permettent de gérer les mois à venir, puisque finalement, il va y avoir une poursuite du télétravail pour beaucoup, et également d'envisager peut-être le télétravail à plus long terme. Ça paraît important, et c'est l'occasion aussi de partager justement, puisqu'il n'y a pas de règles absolues sur le sujet, même s'il y a des bonnes pratiques qui peuvent être partagées, de partager le vécu
aussi des managers, des salariés, et de construire avec eux finalement ces bonnes pratiques et d'identifier avec eux quels sont les écueils du télétravail et aussi, j'ai envie de dire, les mauvaises pratiques ou les pratiques à éviter, les points de vigilance à apporter aussi en termes de management. Parce que y a un stress et une anxiété aussi de la part des managers dans le management à distance et qui peuvent aussi, sans forcément le vouloir, être amenés à répercuter ça sur leurs salariés. Donc, ça peut passer aussi par une sensibilisation aux risques psychosociaux liés au travail à distance, par des formations au management à distance qui peuvent être déjà des bonnes pratiques et permettre de partager des bonnes pratiques qui peuvent être transcrites ensuite dans une charte ou dans un accord qui est négocié avec les élus. D'accord. Je voulais simplement peut-être te rappeler qu'il va rester à peu près 5 minutes avant peut-être qu'on ait un temps Oui. d'échange. Oui. Alors, voilà, j'avais un dernier point justement, et c'est pour ça que je réponds peut-être pas directement à la dernière question sur finalement le dernier axe qui pour nous est vraiment pour sécuriser finalement socialement cette reprise ou cette poursuite d'activité dans le contexte de déconfinement, c'est la nécessaire concertation dans l'entreprise qui est pour nous finalement un facteur de confiance et d'engagement et vraiment un facteur de réussite de la gestion de ces périodes de crise. Donc voilà, c'est vrai que l'obligation de santé et sécurité de l'employeur est extrêmement complexe à assurer dans un contexte qui est inédit et qui par ailleurs est mouvant, qui va nécessiter une forte adaptabilité aussi au fil des semaines. Voilà. La mise en place des mesures de protection physique peut nécessiter, on l'a évoqué, de repenser l'organisation du travail, tant s'agissant des plages de présence que également s'agissant des modes de collaboration ou de travail, avec des protocoles plus complexes à respecter, une distanciation, des équipements spécifiques, etc. Et probablement des ajustements dans le temps. Par ailleurs, il y a la prévention des risques psychosociaux, qui est un axe important aussi, on en a pas mal parlé. Et donc, pour nous, l'association des salariés et le cas échéant des représentants du personnel, donc du CSE s'il y en a un notamment, et ça rejoint un petit peu la question, à la conception des plans de reprise d'activité, à la préparation du déconfinement est clé. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément un CSE, ça peut être les salariés. Voilà, c'est tout à fait, selon les contextes, effectivement, qu'il y ait des représentants du personnel ou pas de représentants du personnel, finalement, la communication ou le dialogue social, peu importe comment on va l'appeler, nous paraît être un atout, en tout cas vraiment un levier de succès de cette période de reprise et de déconfinement. Et à cet égard, clairement, la dimension des TPE-PME constitue un atout dans la reprise, puisqu'elle favorise la proximité et la communication directe et régulière par rapport à des grandes entreprises qui, finalement, pour associer les salariés à la réflexion, doivent entreprendre des démarches qui sont beaucoup plus lourdes à mettre en œuvre et donc qui vont privilégier clairement les représentants du personnel dans leur communication. Très bien. Voilà. Pour nous, la poursuite également dans le temps de dialogue très riche, c'est ça qui permettra de maintenir la confiance et l'engagement et de faire preuve d'agilité dans les prochaines semaines et les prochains mois pour pouvoir adapter les mesures et l'organisation mises en place avec des feedbacks réguliers, ça fonctionne, ça fonctionne pas, et donc la réussite du maintien de l'activité. On le constate, juste pour terminer là-dessus, par rapport au retour d'expérience, et c'est peut-être ces feedbacks-là aussi qu'on aura autour de la table, clairement dans les entreprises qu'on a accompagnées et qui ont eu un maintien d'activité pendant cette période, le facteur clé de succès, ça a été vraiment le dialogue avec soit leurs élus, leurs représentants du personnel, soit avec l'ensemble de l'équipe, mais vraiment un dialogue de proximité et au quotidien presque. Voilà. Et c'est ça qui a permis parfois d'ouvrir finalement le champ des possibles sur des solutions, notamment d'organisation du travail, qui peut-être il y a quelques mois auraient été impensables pour certains élus et qui finalement ont été mis en œuvre et sur lesquels il y a des retours d'expérience qui d'ailleurs peuvent être assez riches pour l'avenir et pour le futur. Très bien. Merci beaucoup Clémence. Donc, je vais
peut-être passer cette diapositive-là que tu as déjà finalement commentée, je pense, tout à l'heure. Oui, alors là c'est pas, enfin, l'objet, c'est pas tant de la commenter. Alors, focus sur les risques psychosociaux, c'est plus pour le mettre dans le support qui sera transmis. Voilà. La diapo précédente, c'est simplement pour pouvoir mettre à disposition des participants les liens utiles, donc bien évidemment vers le site du ministère du Travail, mais également sur la prévention des risques et la mise à jour, donc j'ai pu évoquer du document unique d'évaluation des risques, les sites de l'ANACT et l'INRS notamment, y compris sur le site Amélie, il y a des recommandations assez concrètes sur comment mettre à jour son document unique d'évaluation des risques, qui constitue aussi une obligation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit son plan de prévention des risques liés à la période de déconfinement, comment on va traiter le sujet et quelles sont les actions mises en œuvre face aux situations spécifiques et au contexte spécifique de l'entreprise, il faut le formaliser voilà, dans ce fameux document qui doit être mis à disposition de l'inspection du travail et des représentants du personnel notamment. Merci Clément. Excuse-moi, je suis obligé de… Non, je t'en prie. Un petit peu. Et donc là, j'ai une première question qui va entre autres parmi toutes les autres qui ont pu déjà être posées. Mais donc on évoquait des nouveaux délais pour le CSE un petit peu plus haut sur les slides là qui sont parus notamment, si ma mémoire est bonne, fin de semaine dernière. Oui, tout à fait. La question est, quels sont ces nouveaux délais finalement pour le CSE? Alors, donc sur la communication de l'ordre du jour, on est sur… alors, je pourrais les remettre dans le support, du coup, je n'ai pas le détail. Sur la communication de l'ordre du jour, on réduit le délai à 2 jours versus 3 jours. Et après, c'est sur les délais d'information consultation. Et du coup, là-dessus, je n'ai plus le détail. C'était surtout, je pense, ces délais, l'intérêt, c'était de pouvoir faciliter justement la recommunication, en fait, je pense, pour que ça soit plus vite faisable, si je ne me trompe. En fait, c'est voilà, c'est vraiment justement dans cette optique de concertation. L'idée, c'est de pouvoir agir vite. Finalement, voilà, les employeurs, les entreprises doivent agir vite pour construire leur plan. Ils ont l'obligation, bien évidemment, d'informer et de consulter leurs représentants du personnel. Mais voilà, dans ce contexte finalement de crise et d'urgence, on a réduit effectivement les délais. Ce qui, dans les faits, était globalement, dès lors qu'on a un dialogue social qui est constructif, souvent admis dans les entreprises, beaucoup, notamment au moment du confinement, ont dû informer et consulter dans des délais qui ne respectaient pas forcément exactement les délais légaux. Je vais prendre une dernière question pour toi, puis ensuite on passera à l'animation de Doriane. Quel est le délai de prévenance pour placer un salarié en activité partielle? Alors là, j'ai plus le… Ce sont des questions sur lesquelles on peut revenir peut-être après. Oui, on va y revenir après, mais donc en fait, il y a eu une gestion, enfin peut-être qu'on y reviendra après, mais il y a une gestion agile aussi de l'activité partielle. Donc il y a une information, il peut y avoir une information préalable du recours de l'entreprise à l'activité partielle qui doit être motivée bien évidemment par sa situation. Et ensuite une adaptation dans le temps en fonction de la réalité de l'activité, du niveau d'activité partielle des salariés, ce qui permet d'adresser une réponse, enfin en tout cas de traiter l'activité partielle de manière assez agile, ce qui a été pratiqué par beaucoup d'entreprises qui ont pu adapter même de semaine en semaine finalement le niveau d'activité partielle afin de bien coller à l'activité. Très bien. Eh bien, écoute, peut-être que nous pourrons revenir sur un point ou deux un peu plus loin dans les questions qui ont pu être posées. Donc, effectivement, cette première partie était plus dédiée autour de l'organisation et du retour donc en activité à partir du début de semaine prochaine. Donc, il y a la question à la fois de l'organisation, mais il y a également la question des hommes et de comment travailler avec eux, comment les emmener, comment les embarquer, comment les motiver et comment ne pas les démotiver. Donc là, je vais passer plutôt la parole à Doriane, une autre experte de chez LHH. Doriane, si tu nous entends, je te laisse la parole. Je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien.
Je vais tenter de faire vite pour laisser de la place à nos précieux témoins. Bon, on a encore plus d'une demi-heure, hein, donc ça va. D'accord. Plus d'une demi-heure? D'accord. C'est jusque 16h15. Ah, ok. Donc actuellement, on vit dans un entre-deux, dans une phase de sidération qui est passée et la phase de déconfinement qui sera sans doute encore très complexe parce que pour tous, il faudra s'inscrire dans la durée parce que c'est aussi, je pense, la spécificité de vous, les TPE et les PME, c'est que vous êtes capable de produire des bons gestes dans le changement avec une grande réactivité, ce que vous avez tous fait plus ou moins là, depuis plus d'un mois, une vraie capacité à ramer pour construire des choses magnifiques et malheureusement aussi le risque parfois de les déconstruire le lendemain. Donc, comment vous pouvez capitaliser sur toutes les bonnes pratiques, comme disait Clémence? Donc ça, je pense que c'est vraiment une question importante. L'enjeu pour vous aussi en tant que dirigeant, c'est de savoir investir votre énergie, votre action à bon escient, dans un contexte où certains d'entre vous, et nous on l'entend quand même, se disent être fatigués mentalement et physiquement. Alors, on peut penser ce qu'on veut, que les consultants sont des vendeurs de génie, des vendeurs de vent ou alors des génies, mais moi, je suis convaincue que tous les aspects immatériels, tout ce qui est management, communication et la capacité à mobiliser vos équipes, ça va vraiment être déterminant dans une période comme aujourd'hui. Alors, sur la diapo que vous voyez, donc là, on vous présente quelques réalités qui sont vécues par vos équipes, donc vos équipes qui ont connu une nouvelle routine, vos adjoints, votre garde rapprochée, ils ont dû mettre en place de nouvelles organisations, ils ont été confrontés à des injonctions parfois paradoxales. On leur a demandé d'être proches des équipes, de garder le lien, mais aussi de faire confiance. Et la meilleure illustration de ça, c'est le télétravail. Il y a un responsable dans une association avec qui je travaille depuis plusieurs années qui ne croyait pas du tout au télétravail. Ça faisait des années qu'il le pensait, qu'il le conceptualisait, mais il se trouvait toujours les bonnes raisons de ne pas le faire. Et bien là, il l'a mis en place en 3 jours, comme sans doute un certain nombre d'entre vous. Et aujourd'hui, sa question, c'est comment éviter le retour en arrière. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des vrais pas de géants qui ont été réalisés pour vous et pour vos salariés. Dans les équipes, parmi vos salariés, il y a aussi des premières belles réussites, des belles preuves d'engagement, on l'a entendu, des potentiels qui sont révélés, mais aussi des personnes pour qui une prise de conscience a pu s'opérer, qui remet en cause le lien au travail, l'équilibre avec la vie personnelle. D'où l'importance, et j'y reviendrai, de prendre le pouls de vos équipes. Et même vous, d'ailleurs, en tant que dirigeant, on peut imaginer que ça vient questionner vos valeurs, votre choix de vie et votre engagement. Alors, dans la diapo suivante, si tu veux bien la passer, Sylvain, voilà, on a identifié quelques enjeux qu'on a regroupés sous 3 chapitres. Premier enjeu, j'imagine pour vous, c'est la continuité du business. Et c'est pour ça que je parlais de mettre l'énergie à bon escient. Parce qu'en tant que dirigeant, vous devez gérer le quotidien, mais aussi vous devez penser l'après. Et ce qui est intéressant, c'est que vous naviguez en permanence entre l'opérationnel et le stratégique. Alors là, c'est de poser la question, à quoi je passe mon temps? Je dois réfléchir au futur, c'est essentiel. Je vois, j'ai un dirigeant qui s'agaçait, qui me disait, alors moi mes toilettes, ils sont équipées d'un sèche-mains électrique à air, je dois l'enlever pour assurer la protection de mes salariés. Je ne sais pas si je dois passer au savon, gel hydroalcoolique, au pouce-pouce, et j'ai passé 1 heure dessus en CSE. Alors, c'était compliqué parce que ça ne l'intéressait absolument pas, ces questions-là. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que vous devez prendre des décisions sur des sujets qui pourraient vous paraître futiles, alors que c'est essentiel pour vos salariés qui sont inquiets, comme disait Clémence. Et ces décisions, elles montrent aussi que votre entreprise, elle s'intéresse vraiment aussi aux salariés. Donc, c'est des témoignages aussi que vous manifestez. Donc, ça reste important. Et tout ça ne doit pas effectivement vous empêcher de réfléchir au futur, aux futurs modes de collaboration, futurs modes de travail. Et donc, cette question de comment j'investis mon énergie au bon endroit, qu'est-ce que je délègue et comment je responsabilise, elle est vraiment cruciale. Dans tout ça, une bonne pratique intéressante à souligner, c'est vraiment de fixer des objectifs clairs, éviter les objectifs flous tels que il faut avancer quand même. Donc, l'important, c'est vraiment d'être clair sur l'attendu, de donner des délais et de la spécificité. Clémence parlait de la protection des hommes et des femmes. Alors, un des enjeux qu'on a identifié, c'est vraiment de créer de la proximité. Encore une fois, c'est votre force en tant que PME. Les artisans qui disent j'ai jamais fait autant de management, j'ai jamais été aussi proche de mes... C'est vrai que vous allez créer un lien, vous avez créé un lien qui est différent. Et il est possible que vous soyez allé plus loin dans la connaissance de la vie personnelle de vos salariés.
Et cette proximité, elle est essentielle. Il s'agit de proposer différents canaux de communication, favoriser le visuel, favoriser les temps d'échange directs, parce que les mails, c'est certes efficace, mais l'écrit, ça peut générer des incompréhensions ou des interprétations, et ça peut être limitant aussi en termes d'interaction. D'appeler les équipes régulièrement, et éventuellement le matin, pour pouvoir échanger sur l'activité de la journée. Et puis vous-même, être aussi explicite sur votre disponibilité. Vos salariés ne doivent pas craindre de vous déranger, ne doivent pas s'inquiéter de ne pas avoir aussi de réponse de votre part. Un point essentiel, Clémence en parlait également, c'est d'être attentif aux signaux faibles. Parce qu'à distance, il n'y a pas de machine à café. Donc, ce que vous pouvez sentir, ce que vous pouviez sentir au sein de l'entreprise, l'ambiance en traversant les couloirs, tous ces gestes qui vous laissaient imaginer que les salariés vont bien ou pas bien, bah, vous y avez moins accès. Donc, c'est vraiment d'être attentif aux changements de comportement, à des silences lors des points collectifs, à un collaborateur qui se manifeste moins et qui peuvent comme ça vous donner des indices. La situation de ce que vit, la réalité de ce que vit votre salarié. Enfin, un autre enjeu, c'est les nouveaux modes de travail. Alors, ça, vous l'avez sans doute expérimenté. Hein. Vous avez pu, et même vos salariés, gagner en autonomie et en confiance face à tout un tas de nouveaux outils. Nous avons tout un tas de nouveaux outils digitaux à notre disposition. C'est vraiment l'occasion de se les approprier et de grandir et d'apprendre aussi dans cette période-là. Et de découvrir aussi de nouvelles modalités de travail. Alors tout ça, comment ça peut se traduire et se résumer en termes de, je reprends le terme de Clémence, hein, de bonnes pratiques et de mode de fonctionnement pour mobiliser avant la reprise. Alors je veux bien, s'il te plaît, Sylvain, que tu diffuses la dernière diapo. Oui. Par contre, je me permets, j'en profite, j'ai une question. Oui. Donc, la question est, comment aider les salariés qui pourraient manquer de reconnaissance vis-à-vis des efforts fournis pendant cette période, et notamment les salariés en télétravail? Donc ça, est-ce qu'on peut apporter des réponses à ces salariés-là? Ouais, alors la question de la reconnaissance, c'est vrai qu'elle est vaste. Comment dire? Après, c'est le lien que vous avez pu créer avec eux. Je pense que ça va paraître très évident, ma réponse, mais c'est aussi votre capacité en tant que dirigeant et que manager à donner du feedback positif. Donc, ne serait-ce que dans les mots, hein, donner du feedback positif, montrer l'impact aussi que l'implication du salarié a pu avoir sur l'activité, les services que ça a pu rendre. Donc, vraiment une reconnaissance assez simple qui est déjà dans vous, les efforts que vous allez faire pour donner du feedback et pour donner des points de repère aussi à vos salariés. C'est toute la difficulté de manager à distance finalement, hein, c'est ça, parce que c'est cette reconnaissance, c'est donner cette reconnaissance alors qu'on est à distance, quoi, finalement. Hein, donc ça, c'est pas forcément simple. Alors être à distance, et justement, je vais en parler dans la prochaine diapo, mais être à distance, voilà, c'est comment vous allez articuler aussi les points que vous allez avoir avec vos salariés. Et voilà, voilà, on vous a noté 5 étapes qui nous paraissent importantes. La première étape assez évidente, mais qui est importante, très importante, c'est le prendre soin, écouter, démarrer vos réunions peut-être même à distance par un vrai comment ça va, qui prend le temps vraiment d'écouter et de prendre la température. Je me répète, hein, parce que c'est souvent votre force en tant que PME, vous connaissez bien vos équipes. Donc, c'est vraiment intéressant de capitaliser là-dessus, comprendre les réalités vécues, les réalités vécues, les difficultés et repérer les signaux faibles. Un deuxième point, c'est donner le cap, donner le sens. Alors, ça peut paraître très tarte à la crème, mais ça me paraît vraiment essentiel. C'est ma conviction profonde de dirigeant. C'est quoi? C'est 2 à 4 axes, hein, pas plus. Parce que c'est vous qui donnez le ton. Votre entreprise, c'est votre ADN. Alors, vous me direz que la difficulté peut être de donner du sens dans un contexte où vous pouvez manquer de visibilité. Mais le sens, ça ne veut pas dire, donner du sens, ça ne veut pas dire avoir toutes les réponses. C'est plutôt exprimer votre conviction profonde. Voilà, notre futur mode de production, notre futur mode de collaboration. Comment je veux qu'on travaille ensemble maintenant? Comment j'ai envie d'avancer avec vous? Vers quoi? Et ça fait le lien avec la troisième étape, c'est finalement, vous allez impliquer vos équipes sur le comment.
vous allez donner le sens et impliquer vos salariés sur maintenant de quoi vous avez besoin et comment vous allez pouvoir faire, comment on va pouvoir faire ensemble pour. Alors, c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est que vous, en tant que dirigeant, vous n'avez plus toujours un coup d'avance. Donc, c'est une réelle co-construction, que ce soit avec vos partenaires, avec votre CSE, avec vos partenaires, ou alors avec vos adjoints si vous en avez, ou avec vos collaborateurs. Et la consultation, elle n'a jamais été aussi forte. Et donc, l'enjeu, c'est de les impliquer sur le comment. Dans l'immobilier, il y a une dirigeante qui a mis en place le télétravail comme beaucoup, donc qui a des convictions maintenant par rapport à la façon dont elle a envie de travailler, responsabiliser davantage finalement ses collaborateurs. Et elle va faire travailler ses managers sur quels sont les nouveaux outils de gestion des temps dont on a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion de l'activité? Est-ce qu'on a besoin de la tracer différemment, de mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles pratiques managériales? Et ça, vos équipes, elles peuvent plancher là-dessus. Et là, on est vraiment typiquement dans la conduite du changement. Vous définissez le cap, les grandes idées, et vous laissez plancher vos équipes sur le comment. Et comme ça, vous mettez votre énergie sur l'essentiel. Une quatrième étape pour ce faire, c'est l'articulation. C'est bien de réfléchir à l'articulation de vos rituels. Et ça revient à la question qui était posée, des rituels en équipe et des rituels en face à face. Les temps que vous allez passer, surtout quand vous managez à distance, avec vos équipes en collectif, trouver le bon équilibre sans que ce soit trop souvent tous les matins à 8 heures, mais quand même trouver la bonne mesure. Et puis aussi les temps que vous allez passer en face à face, en individuel avec chacun de vos équipes pour continuer à monitorer l'activité et leur donner de la reconnaissance par rapport à leur implication. Donc à vous de trouver le bon équilibre. Ça peut même être aussi des temps où les professionnels vos professionnels, vos salariés vont travailler entre eux sur certains sujets. Alors, sur les réunions à distance, la bonne pratique, c'est qu'elles ne soient pas trop longues et qu'elles aient chacune une thématique pour bien cadrer et qu'il n'y ait pas de dispersion où vous pouvez risquer de perdre l'attention des participants. Donc, c'est vraiment trouver les rituels adaptés à votre activité pour réussir à mobiliser collectivement et individuellement. Et enfin, après, c'est votre métier au quotidien, vous le faites, c'est d'accompagner les résistances parce que vous allez mettre en place des changements, vous allez garder des choses que vous avez expérimentées pendant le confinement. Donc, il y aura peut-être des résistances parmi certains de vos salariés, elles sont normales, elles sont naturelles. C'est ce qui va vous permettre aussi d'affiner vos pratiques, rassurer et puis réaliser et avoir un bon discernement aussi entre la majorité silencieuse qui a nourri d'autres aspirations pendant le confinement, d'autres envies de façon de travailler, et puis ceux peut-être qui résistent fort et que vous entendez peut-être plus fort. Si je m'autorise encore un mot pour conclure, ce serait de prendre soin de vous, pas uniquement en mettant vos masques et en vous protégeant du virus, mais aussi pour reprendre une image, quand vous êtes dans un avion en cas de dépressurisation, on vous conseille quand vous êtes assis à côté d'un enfant, de d'abord mettre votre masque et ensuite de poser le masque à votre enfant à côté. Et cette image, elle est intéressante aussi pour vous en tant que dirigeant, c'est prendre soin de vous aussi, pas que de vos équipes. Prendre soin de vous, ça vous rendra plus efficace aussi et plus fort pour après prendre soin de vos équipes et de vos salariés. Merci Doriane, merci beaucoup. Donc peut-être une dernière question que j'ai avant de passer à nos témoins. C'est une question pour toi, donc, Doriane. Comment peut-on rattraper, ce sont les mots utilisés, un salarié qui serait vraiment complètement désengagé, démotivé? Est-ce qu'il y aurait une solution particulière pour l'aider? Donc ça semble effectivement... voilà, peut-être un tout petit peu compliqué, mais en tout cas, il y a une question autour de ce sujet-là. Un salarié qui est perdu, qui est démotivé, qui est désengagé, est-ce que l'on peut avoir une pratique qui permettrait de le rattraper un peu? Oui, après, ça dépend vraiment des situations. Déjà, la question, c'est est-ce que vous avez encore du lien avec cette personne? Est-ce que vous pouvez avoir déjà un temps d'entretien ou un temps de visuel avec ce salarié? Donc, voilà, à partir de là, déjà, c'est une première étape.
Je dirais qu'après, que le salarié soit motivé, c'est une chose. Parfois, il y a des gens qui travaillent très bien, ça va peut-être choquer ce que je vais vous dire, mais d'avoir des gens qui fournissent un travail de qualité, qui sont engagés, mais qui ne sont pas forcément motivés. Donc, c'est plutôt de travailler sur la mobilisation. Comment faire en sorte qu'ils soient mobilisés. Et ça, c'est au regard des entretiens que vous pouvez conduire, de comprendre les facteurs de démotivation, de voir comment vous pouvez avoir un engagement avec elle ou avec lui, et de fixer d'avoir vraiment une compréhension de quels sont justement ces facteurs de démotivation. Donc, pas chercher forcément à motiver, mais plus à ne pas démotiver. C'est ce que tu disais un peu, Sylvain, tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup Doriane. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons à présent passer donc, à nos témoignages, à nos 2 témoins, commencer par Madame Chartier, par Cécile. Donc, Cécile, si vous m'entendez. Oui, je vous entends, Sylvain. Est-ce que vous m'entendez aussi? Et nous vous entendons également, Cécile, donc c'est parfait. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler de vous, de votre activité, et puis de ce que vous avez effectivement traversé ces dernières semaines. Donc, l'entreprise que je dirige est la société Trecous. Nous sommes fabricants de housses de siège pour véhicules poids lourds et industriels. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1994 et que j'ai reprise avec Monsieur Chartier en 2004. Nous sommes une vingtaine de salariés et intérimaires et nos clients sont des concessionnaires et agents de marque sur le territoire français. En 2008, nous avons créé une marque Castillane à la suite de la crise financière. Une marque qui nous a permis de rebondir en créant des chaussons pour enfants et des petits articles de maroquinerie en valorisant toutes nos matières premières non exploitées. Je me permets de faire la remarque pour la marque Castillane parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette marque peut éventuellement nous permettre de rebondir dans le futur par rapport à la crise du Covid, mais j'y reviendrai par la suite. Et en 2014, nous avons ouvert un atelier de sellerie qui est là plus dédié au personnel, aux particuliers, qui a pour but de rénover les sièges. Là, on intervient directement sur le siège. Alors nous, de la manière dont on a vécu la crise, en fait, on n'a pas fermé l'entreprise. On a continué l'activité. Moi, je suis partie du principe que si je n'avais pas d'interdiction de travailler, c'est que ça m'était autorisé. Malgré le confinement, le premier réflexe a été bien entendu de protéger nos salariés. Nous avions un stock de masques et de gel hydroalcoolique depuis la grippe H1N1 qui n'avait pas été utilisé. Donc voilà, ça a été notre premier réflexe de protéger les salariés et puis je dirais quelque part de mettre en place des règles de bon sens pour protéger leur santé. Nous avons fait des désinfections régulières toute la journée, c'est-à-dire que toutes les heures, on désinfecte notre matériel. Alors, c'est certes contraignant, mais voilà, c'est une des mesures qui nous permet de continuer à travailler aujourd'hui. Et puis, la question du sens s'est posée aussi en pleine période de coronavirus et en période de crise. Continuer à faire de la housse alors que d'une part nos clients fermaient tous les uns après les autres. En période de pénurie de masques, et bien évidemment l'idée de créer du masque est vite arrivée. La seule chose, c'est que nous n'en avions pas les compétences, ni les compétences techniques. Voilà, on sortait complètement de notre cadre, mais on avait les outils pour pouvoir le faire. Donc, on a commencé à se rapprocher du bassin lyonnais puisque les industriels de la confection du bassin lyonnais avaient déjà entamé cette démarche depuis plus d'une semaine.
Et puis, nous avons reçu donc une invitation de notre groupement Mode Grand Ouest, donc, qui est une association professionnelle, nous demandant si nous souhaitions les rejoindre dans la démarche de fabrication de masques. Donc, c'est une démarche tout à fait volontaire. Mode Grand Ouest regroupe donc 150 entreprises, 150 ateliers de confection de la mode et du grand luxe. Et il y a environ une trentaine d'ateliers qui se sont mis en marche autour de ce projet de fabrication de masques. Donc voilà pour la démarche pendant le Covid. Nous, ce qu'on a mis en place donc concrètement, effectivement, donc les gestes barrières, la distanciation, le port du masque obligatoire dans l'entreprise. Donc toutes nos règles de sécurité sont précisées donc sur des notes de service qui sont affichées dans l'entreprise. Vous avez des gels hydroalcooliques qui sont à disposition partout dans l'atelier et les bureaux. Vous avez aussi donc des fiches sécurité individuelles sur lesquelles sont rappelées toutes les mesures de sécurité. Quand j'arrive à mon poste de travail, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Nous avons aussi réduit l'accès donc aux livreurs et aux visiteurs. Donc l'accès n'est plus autorisé dans l'immédiat aux visiteurs. Et les livreurs doivent porter un masque et se désinfecter les mains avant d'entrer dans le bâtiment s'ils ont la nécessité d'y rentrer bien sûr. Donc ça, c'est pour, je dirais, l'aspect pratique. Ce qui est arrivé aussi assez très tôt, c'est rassurer notre personnel. Parce que voilà, il y avait énormément de questions. On arrive face à un grand inconnu. Ce qui nous a permis donc effectivement d'avancer tout ensemble, c'est de maintenir et de créer. Donc, enfin, nous, cette proximité existait déjà puisque nous sommes une petite entreprise donc à taille humaine. Mais c'est vraiment de renforcer le lien d'appartenance à l'entreprise. C'est-à-dire, ça passe par de l'information. Information quotidienne. Tous les matins, on prend 5 minutes pour se parler. Donc, moi, je leur donne les informations sur les masques, sur éventuellement les nouvelles informations concernant la garde d'enfants, des choses qui peuvent les concerner vraiment personnellement. Les écouter, parce que voilà, je pense que c'est important effectivement de les écouter et de pouvoir aussi les rassurer. Quelles sont les réponses que nous, on peut leur apporter au sein de l'entreprise, mais aussi effectivement à l'extérieur. Ça, c'est très important pour elles. Les rassurer donc, et les accompagner. On utilise aussi beaucoup dans l'entreprise l'humour, parce que l'humour, ça permet de désamorcer le stress, les situations de stress. Donc ça, c'est très important. Voilà, toujours garder le sourire et garder le cap. Et puis, effectivement, donner du sens, comme vous le disiez tout à l'heure, leur dire où on va, pourquoi on y va et comment on y va, de manière très simple et très concrète. Alors, c'est vrai que nous, avec les masques, effectivement, donner du sens, c'était plutôt facile. Moi, je vous avoue que même que moi, en tant que chef d'entreprise, voilà, de pouvoir répondre à une demande urgente et nationale en créant du masque, voilà, m'a permis aussi de surmonter cette étape parce qu'effectivement, on doit rassurer nos équipes, mais se rassurer soi-même aussi. Et en tant que chef d'entreprise, on porte voilà, cette responsabilité qui peut être lourde à porter parfois et on a besoin de se faire épauler. Donc, nous, on s'est fait épauler de manière différente. Donc, déjà, de par notre groupement, l'association donc professionnelle, qui a été d'un très grand soutien aussi au niveau juridique, au niveau technique pour les masques, mais aussi donc Adéco PME, l'agence de Julien Vignet d'Angers, qui a été d'un très grand soutien en termes de recrutement au niveau social aussi, parce que, comme vous le disiez, on a une courte visibilité. Aujourd'hui, on navigue presque au jour le jour et il faut savoir être très réactif. Donc, Adéco PME nous a permis d'être réactifs parce que voilà, c'est déjà un partenaire avec lequel on travaille depuis quelques années, d'une part, et puis qui connaît aussi la culture de l'entreprise.
Donc voilà, il y a des liens de proximité qui se sont créés et ils ont pu répondre à nos attentes en matière de recrutement avec des profils qualifiés et motivés. Donc voilà, au niveau des salariés, donc le soutien donc des chefs d'entreprise, il y a aussi le réseau personnel, les réseaux personnels qui comptent beaucoup, qui permettent déjà de se tenir informés, parce que la grande difficulté dans cette période a été d'avoir une information fiable, c'est-à-dire qu'au moment où vous receviez une information, au moment où vous vouliez la traiter et puis la diffuser, eh bien l'information était déjà obsolète. En 1 heure de temps, voilà, il fallait déjà se repositionner. Donc, faire preuve d'une grande agilité, ne pas avoir peur du changement aussi. C'est-à-dire que quand vous anticipez le changement, eh bien, ça évite de le subir et on gagne énormément en temps et en énergie. Donc voilà, par rapport aux mesures de soutien du chef d'entreprise. Merci. Merci beaucoup, Madame Chartier. Peut-être une question, une dernière question, enfin une question pour ma part, avant peut-être de poser les questions des autres personnes qui sont autour de la table, entre guillemets. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait, parce que j'entends que les choses se passent plutôt bien, les personnes ont l'air d'être plutôt engagées autour de votre projet. Qu'est-ce qui, pour vous, selon vous, a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que vous avez su justement emmener? Alors, tout à fait. Déjà, la force de conviction, voilà, moi j'ai une personnalité, je suis quelqu'un d'assez volontaire. Moi, je leur ai dit, voilà, je vais me donner les moyens de préserver vos emplois, mais je n'y arriverai pas seule. C'est-à-dire que, voilà, c'est de la responsabilité de nous tous. Effectivement, le chef d'entreprise essaye d'emmener le navire à bon port, mais s'il est tout seul à ramer, il n'y arrivera pas. Donc, j'ai dit, voilà, on va toutes, alors je dis toutes parce que ce sont principalement des femmes, on va toutes ramer dans le même sens et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc, bien évidemment, c'est de la communication au quotidien. C'est-à-dire qu'on ouvre aussi la porte aux nouvelles idées, aux nouvelles méthodes de travail, parce que ce sont elles qui vivent sur leur poste de travail au quotidien, qui sont plus à même effectivement de connaître et de savoir où sont les contraintes, ou au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas réaménager les postes d'une autre manière pour que ce soit plus simple. Donc voilà, être vraiment à l'écoute de ces salariés, créer de la convivialité aussi. C'est très facile dans nos petites structures. On a mis en place le petit déjeuner du vendredi matin où chacun à tour de rôle amène les croissants. Voilà, ça renforce ce sentiment donc d'appartenance à l'entreprise. Et puis voilà, où chacun a vraiment sa place malgré ses difficultés et ses contraintes. Mais voilà, la porte nous est toujours grande ouverte pour trouver des solutions, parce qu'à chaque problématique, il y a une solution. Merci beaucoup, Madame Chartier. Écoutez, je vais passer la parole à Monsieur Provost. Simplement vous dire que je n'ai pas d'autres questions, mais je n'ai que plutôt des remerciements de personnes qui vous disent merci pour votre énergie, merci pour votre enthousiasme. Donc voilà, vous avez, à mon avis, donné une belle image de votre entreprise et de votre énergie. Donc voilà, je n'ai pas de questions, mais des remerciements. Bravo, capitaine, par exemple. Voilà. Merci à vous. Voilà, donc Monsieur Provost, je vous laisse poursuivre. On est un tout petit peu en retard, mais enfin on peut dépasser un petit peu. Pour ma part, ça ne pose pas de problème. J'espère que pour vous non plus. Vous m'entendez? Je démarre. Oui, on vous entend. Donc, nous sommes le groupe Brunet. Groupe Brunet, c'est un consortium en fait de plusieurs PME. Donc, on est un petit peu plus gros en fait que peut-être une partie des dirigeants qui sont autour de la table, puisqu'on est 300 salariés au total, mais plutôt un GIE de 14 filiales qui travaillent sur l'aménagement du territoire, donc bâtiments, travaux publics principalement. Moi, j'occupe le poste de secrétaire général, donc je suis DRH et je m'occupe de l'intégralité des fonctions support du groupe.
nous, la crise, comment on l'a vécue le 17 mars, en fait, on avait déjà des bruits en fait, un peu partout qui couraient que le pays allait être confiné à partir du lendemain midi. Donc, on a pris les devants, fait les réunions d'information avec nos salariés au retour du chantier du lundi pour mettre un terme à l'activité et leur dire que le lendemain matin allait être exclusivement réservé à la fermeture de nos chantiers de bâtiments, parce qu'on avait quand même on doit la sécurité de nos chantiers même quand on n'y est pas. Donc voilà, sécuriser nos chantiers, et puis on en a profité pour prendre l'intégralité des numéros de téléphone personnels en fait, de nos salariés, parce qu'on savait que ça allait durer longtemps et que la communication pendant cette période en fait, à la maison allait être une des clés en fait, du retour du retour au travail. J'avais connu ça en fait, il y a quelques années auparavant, en fait, en 2008, la crise de 2008, je travaillais dans l'industrie, et la plus grande difficulté avait été justement une grosse coupure d'activité partielle et la reprise. Nos salariés étaient plus conscients en fait, de la manière dont on travaillait, de la manière dont on pouvait travailler. Donc cette communication, elle avait été un peu anticipée pour les semaines à venir. Sur la période de fermeture, dans un premier temps, on a plutôt sécurisé je dirais, financièrement l'entreprise, les demandes d'activité partielle, récupérer tout ce qui était les OS d'arrêt pour nos chantiers, pour pas qu'on soit accusé qu'on ne se prenne pas nous les pénalités de retard en fait, des chantiers pour demain, pour la reprise. Parce que du coup, si on peut avoir des salariés motivés, engagés, mais si on n'a plus de trésorerie au moment de la reprise, ça va être très compliqué. Donc, pour nous, c'était aussi en fait, très important de réactualiser aussi ces prévisionnels de trésorerie, faire ce qu'on appelle le prêt avec garantie de l'État. Peut-être que certains l'ont fait pour avoir des avances de trésorerie qui seront remboursables par la suite. Ensuite, la communication, comment on l'a organisée pendant cette période de fermeture, c'était… Donc, du coup, je vous le disais, on a pris les numéros de téléphone de chacun de nos salariés. Ce qui était important, c'était de pouvoir envoyer un SMS au minimum tous les 2 jours, plutôt collectif, plutôt sur de l'information générale. Et puis, on s'est aperçu que du coup, c'était peut-être pas suffisant parce que les SMS, il n'y a pas assez de… Enfin, c'est relativement court. Et donc, on a créé une sorte de blog. Donc, on a communiqué par SMS l'adresse du blog pour que du coup, nos salariés puissent suivre l'actualité de l'entreprise. Sachant que, comme je vous le disais, on est 14 sociétés avec des structures relativement différentes. Le paysage, notre entreprise de paysage a pu redémarrer assez rapidement en mettant en place les mesures barrières et puis en étant relativement seul sur les chantiers, puisque l'intégralité des chantiers en France s'est arrêtée. Ça nous a permis en fait, de communiquer à nos salariés qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, leur montrer en fait, que certains de nos salariés, donc leurs collègues, avaient repris le travail dans des conditions acceptables. On avait fait des témoignages pour permettre en fait, de désacraliser ce retour au travail, faire en sorte que du coup, les salariés qui sont chez eux ne se disent pas, comme ce que j'entends un peu autour de la table, je veux dire, le 11, en fait, c'est le déconfinement et on reprend. Nous, l'idée était plutôt de se dire on est en perpétuel mouvement et éviter en fait, ce coup d'arrêt et cette reprise. Donc, on a essayé toujours de garder les salariés dans la dynamique de la reprise avec des interviews de salariés qui, voilà, encore une fois, qui ont repris, communiquer sur le nombre de masques qu'on avait, ce qu'on réceptionnait. Enfin, pour nous, c'était très important en fait, de les maintenir engagés en fait, et dans au plus près de l'entreprise. Mais voilà, il a fallu approvisionner toute notre entreprise aussi en EPI. Et pour le coup, si vous voyez après un chantier de bâtiments et de travaux publics, comment ça se gère sur le chantier, une coactivité énorme qui, même juste avec des masques, reste relativement compliqué à organiser. C'est la raison pour laquelle, en fait, en amont de la reprise, ce que nous, on a imposé en fait, à l'intégralité de nos dirigeants de filiales, c'est de travailler, alors, un peu comme j'ai pu l'entendre, avec les salariés. Nous, on n'a pas forcément beaucoup de représentants du personnel, donc ce n'est pas par ce biais-là qu'on est passé. Mais on a travaillé avec nos salariés, chantier par chantier, pour définir les modes opératoires de reprise. C'est-à-dire qu'on allait vraiment dans le détail jusqu'à, tiens, on doit porter un arbre. L'arbre, il fait 60 kg, comment on le porte? Est-ce qu'on est à 2? Si on est à 2, en fait, comment on fait? Est-ce qu'on a un masque chacun?
ou sinon, est-ce qu'on peut prendre des moyens de levage? Enfin, voilà, on allait vraiment dans un degré de précision. Et je pense que du coup, quand j'ai entendu Madame Chartier, en fait, elle parlait aussi de ces modes opératoires très précis communiqués à ses salariés pour que du coup, il n'y ait justement en fait, pas de place à l'imagination des salariés ou à l'interprétation des salariés. Les salariés ont entendu beaucoup de choses sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, qu'il fallait 4 mètres, qu'il fallait 1 mètre, qu'il fallait 2 mètres. Il faut que ce soit précis pour que nos salariés n'aient pas trop de questions à se poser et que du coup, ce soit un consensus en fait, de reprendre de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle les modes opératoires sont très précis et ils sont élaborés avec nos salariés. On a eu de la chance, nous, c'est que du coup, on a nos salariés qui ont plutôt une grande envie de reprendre. Nos salariés dans le BTP, ils sont tous les jours dehors, toute l'année. Ils travaillent de 6h du matin jusqu'à 18h le soir. Donc, en règle générale, et encore une fois, c'est une chance pour nous, ils ont des moyens de garde en fait, qui sont assurés parce qu'à 6h du matin, il y a peu de crèches en fait, ouvertes ou les écoles non plus. Donc on n'a pas eu, nous, ce souci très important en fait, de la garde d'enfants, de gérer la garde d'enfants. Un peu plus sur le personnel administratif, mais du coup, comme on a pu mettre en place le télétravail, ça a été quelque chose, je dirais, de relativement aisé. On a effectivement, là, si on passe au personnel administratif, on a eu des personnes en télétravail à 100%. On a organisé effectivement un peu à l'arrache, comme on a pu le dire, le télétravail à partir du 18 mars. On a sorti les PC fixes en fait, des bureaux, on les a mis dans les voitures. Enfin, tout le monde était parti en fait, avec son équipement, peut-être son imprimante s'il pouvait. Et puis, voilà, petit à petit, on a commencé à structurer, à voir aussi l'importance, et là j'en reviens en fait, sur les risques psychosociaux, l'importance en fait, de définir des plages horaires de télétravail. Nous, on a fait de la reprise partielle, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, nos salariés, on reprend petit à petit. Là, on est à peu près 80% d'entreprises qui a repris. Mais il y a certains chantiers où on a, même avec tous les EPI du monde, on ne peut pas reprendre. Donc, on fait aussi reprendre nos salariés administratifs à temps partiel. C'est-à-dire que du coup, certains sont à 50% en télétravail, 50% d'activité partielle. Et pour éviter en fait, que justement, il y ait cette problématique de j'ai travaillé, j'ai été sollicité sans arrêt et je n'ai pas cette reconnaissance en fait, de la part de mon encadrement. On a mis en place vraiment des plages horaires, définir des plages horaires pour les communiquer, que les personnes ne soient pas sollicitées en dehors des plages horaires sur lesquelles elles télétravaillent. Pour nous, c'est relativement important parce qu'on a cette différenciation entre le temps perso et le temps pro, et il faut respecter aussi ces temps d'activité partielle sur lesquels nos salariés ne sont pas payés à 100%. On a mis en place, nous, alors je ne sais pas si pour… David, je me permets, excusez-moi, il va nous rester 2-3 minutes, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin pour respecter les… Est-ce que peut-être on peut se dire, voilà, là, les choses vont donc se remettre en place. Quels sont les sujets sur lesquels vous êtes peut-être particulièrement vigilant, les questions qui vous semblent les plus importantes pour donner des conseils finalement, parce que vous avez déjà vécu cette reprise. Donc, quels sont les conseils, les choses importantes? Ce dont on a parlé un peu tout au long de ce webinaire, c'est la confiance en fait, qu'on peut avoir avec nos salariés. Je pense que du coup, ça c'est primordial. Si vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez gardé en fait, et travaillé ce lien de confiance avec vos salariés, déjà, en fait, vous avez fait un grand pas. Après, si je parle dans les conseils sur les procédures, pas imposer des choses qui sont irréalistes et non applicables. On peut prévoir en fait un peu tout et n'importe quoi en termes de procédures. Si elles ne sont pas applicables, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça ne sert à rien de les mettre en place. Dans ces procédures et dans cette reprise, l'exemplarité du manager, c'est relativement simple, ça fait partie, c'est quelque chose dont on parle énormément, mais si vous, en tant que manager, vous n'êtes pas exemplaire dans le respect strict des procédures que vous avez éditées, ça ne marchera pas. De la même manière, si vous-même vous téléphonez à quelqu'un qui est en télétravail alors que ce n'est pas sa plage horaire, vous n'êtes pas exemplaire et donc du coup à ce titre-là, en fait, vous ne pouvez pas attendre le respect de la part de vos salariés. Et puis la dernière chose, c'est d'essayer pour moi d'anticiper la variation d'activité. C'est-à-dire en fait, vous allez reprendre, mais potentiellement en fait,
le monde en fait, autour de vous, vos fournisseurs, vos clients, n'ont pas tous repris en même temps. Faites attention à ne pas reprendre à 100% si vous n'êtes pas certain en fait, que l'activité elle est pérenne à 100%, parce qu'il n'y a rien de pire que de reprendre, puis de se réarrêter, puis de reprendre, de mon point de vue. Merci beaucoup David. Juste une question qui m'est posée vis-à-vis de vous, et puis après je laisserai la parole à Pierre pour conclure. La question est, avez-vous finalement, parce que vous êtes une entreprise un petit peu plus importante peut-être que certaines personnes, en tout cas c'est la question, que certaines structures présentent, est-ce que vous avez eu beaucoup de remontées de mal-être de personnel, des personnes en difficulté ou pas? Alors vous évoquiez cette communication continue que vous avez maintenue. Le mal-être, pas trop. Pas trop. Après, certaines personnes sont un peu, enfin, comme on l'a dit, sont un peu distendues avec l'activité partielle ou n'ont pas compris en fait, forcément pourquoi nous on mettait en activité partielle. Et là même sur, je vous dis, on a repris à 80%, mais moi mes services support, en fait, je ne les ai pas remis en fait, à 100%. Certains ne comprennent pas en fait que du coup je ne les fasse pas reprendre à 100% alors qu'elles pourraient avoir du travail. Ce que je veux juste faire, enfin, leur faire comprendre, c'est qu'on essaie aussi, on est aussi en mode survie pour l'entreprise. Donc, il faut aussi qu'on évite les frais. Et c'est pour ça qu'on a maintenu en fait, de l'activité partielle presque plus importante chez nos administratifs que chez nos productifs, parce qu'on a ce temps de latence avant de pouvoir refacturer nos clients. Donc, pour l'instant, le mal-être, il est presque plus sur les administratifs que sur nos salariés de chantier qui avaient une grande envie de reprendre l'activité, d'être à nouveau à l'air libre. Et puis, comme je vous l'avais dit, Sylvain, quand on s'était vu, nous, on a des salariés dont le système de rémunération est fortement basé sur les primes paniers, les primes de déplacement. En étant à la maison, en fait, c'est pas 84% du net qu'ils ont perçu, c'est plutôt 70%, et 70% sur des bas salaires, c'est beaucoup. Donc la volonté de reprendre, au-delà, en fait, je dirais, de toute la partie communication qu'on a pu mettre en place, elle était aussi financière, mine de rien. Donc, ce qu'on a pu nous faire pour nos salariés, c'était plutôt de les aider financièrement quand il y avait des problématiques de trésorerie. Donc, on a déclenché des prêts entreprises à taux zéro pour aider financièrement nos salariés dans cette période. D'accord, merci beaucoup David. Je suis désolé, on doit malheureusement… C'est normal. Voilà. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Et donc, Pierre, je te laisse un peu. Merci beaucoup. Je suis navré de ce retard de quelques minutes. Merci infiniment Sylvain, Clémence, Doriane, Cécile, David pour vos témoignages. J'ai passé moi un très bon moment. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour, même s'il y a des critiques à émettre, et proposez-nous des thématiques. Il y a une multitude d'experts au sein du groupe ADECO qu'on peut mobiliser effectivement pour répondre à toutes vos questions. Voilà, vive les TPE, les PME et tous mes voeux de réussite pour cette reprise lundi. J'espère à très bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, je vais faire…